Hi, bonjour tout le monde. Nous revoici encore une fois dans mon village une expérience. Aujourd'hui, on parle avec Sophie Aboud, qui est coach en développement de leadership. Bonjour Sophie. Bonjour. Je m'appelle Meïssa Sarr et ceci est mon village, une expérience. My village. Mon village. My village. Mi pueblo. Mon village. My village. Comment tu vas en ce beau dimanche? Super bien. Ça Très sent un peu belle le printemps, hein? Ouais. Alors Sophie, juste pour aller sur le coup, s'il y avait trois choses que tu considérais essentielles, qu'est-ce que ça serait? Trois choses essentielles. La méditation, l'activité physique Absolument. et le voyage. Absolument, je suis totalement d'accord. Et c'est quoi dans la méditation qui te fait, disons, le prendre en premier, même s'il n'y a pas d'ordre vraiment logique et tout? La méditation, je dirais que c'est peut-être pas la première chose qui va nous arriver à l'esprit à faire. Il y a d'autres choses qui arrivent avant, mais la raison pourquoi j'ai dit la méditation, parce que c'est une pratique qui nous permet d'arrêter. Absolument. Une pratique qui nous permet de réfléchir et d'apprendre un peu mieux. Vu que dans les moments où on médite, que ce soit en courant, que ce soit assis sur une chaise ou que ce soit en simplement observant les gens qui passent autour, on acquit une différente perception. Absolument. Naturellement, l'activité physique. Ouais, exactement. Comme tu dis. Et je pense qu'on a tendance à penser que la méditation reste dans une salle de yoga, peut-être les jambes croisées, les yeux fermés, les mains sur les genoux. Absolument. Alors que le plus on étudie les principes de pleine conscience, les différents types de méditation, on réalise que c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, certains athlètes retrouvent les mêmes bénéfices méditatifs que l'on retrouve chez, on va dire, des moines tibétains qui méditent à longueur de journée. Absolument. Et le voyage, à part naturellement la découverte. Et le voyage, oui, la découverte. Le voyage est plus particulier par rapport à moi-même, simplement parce que c'est en voyageant que j'ai découvert des aspects de moi-même plus profonds. J'ai voyagé beaucoup seule à un très jeune âge et j'ai retrouvé une confiance en moi qui avait disparu. J'ai fait face à certains dilemmes où j'avais personne d'autre sur lequel il fallait que je me repose, donc j'ai dû me débrouiller. Et puis oui, ça nous permet de ouvrir notre esprit plus loin que ce qu'on connaît de chez soi, d'apprendre à connaître différentes cultures, différentes personnes, comment interagir. Absolument. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Absolument. Parce que moi-même, personnellement, j'étais venu d'abord au Canada pour étudier la traduction et tout. Puis j'ai fini par rester, même si j'y retourne de temps à autre et tout. Mais comme ce que tu viens de dire, c'est ça que j'ai appris en premier. Non seulement ouvrir son esprit à d'autres cultures, à d'autres visions du monde, comme j'ai dit, parce que c'est ça, en fin de compte, qui nous développe intérieurement et aussi cette compréhension on peut dire un peu globale qu'on peut avoir des fois du monde. Des fois quand on est resté dans son propre coin, on se dit que c'est tout ce qu'il y a simplement. Et parlons de voyage justement, on va probablement y revenir un peu plus tard. Mais vous avez grandi où? Donc j'ai grandi à Ottawa. Ok. Avec une mère française et avec un père libanais. Ok. Donc ça m'a pris du temps à réaliser si j'étais canadienne ou européenne ou bref. J'ai aussi fait le lycée français, donc j'étais éduquée vraiment à la européenne. Ok.
Et puis, je suis partie faire mes études universitaires à l'université d'HEC Montréal. Ok, Donc, ok. j'ai passé un peu de temps à Montréal. Et pourquoi pas Ottawa? Ah bon? Mais en fait, non, j'ai fait une année à l'université d'Ottawa. Ok, C'est vrai, ok. j'ai fait une année à l'université d'Ottawa que j'ai tendance à oublier. Ok. C'est quand même un Ouais, c'est quand même un an. Et donc, du coup, après, je suis allée à HEC Montréal. Ok. Et puis après, à HEC Montréal, c'est là où j'ai fait mon voyage en Amérique du Sud. J'ai passé 7 mois en Amérique du Sud. Ok. Et puis, je suis allée faire une maîtrise à Londres, en Angleterre. Donc, j'ai pu voir beaucoup de familles en Europe. Et c'était quoi que tu avais pris à l'Université de Montréal? Je veux dire HEC. À HEC, j'ai fait business, donc marketing et finance. C'était Ok. mes spécialités, ouais. Puis c'est ça que tu voulais faire au début, genre devenir peut-être être dans le business. Ouais, j'ai toujours Peut-être. voulu aller plus dans le domaine des affaires. J'étais vraiment axée sur le domaine des affaires au niveau de la mode, donc fashion Ok. business. Mhm. Mais bon, ça a pas pris très longtemps pour que je réalise que le domaine de la mode était un peu trop superficiel pour mon goût. C'est ça parce que j'avais entendu que tu as travaillé chez Lululemon. Oui, exactement. J'ai passé quand même un bon moment, 6 ans à Lululemon. Ok, wow. Après mes études en Angleterre, j'ai fait en fait une maîtrise en durabilité Ok. dans l'industrie de la mode. Donc, Ok. comment regarder cette industrie-là et voir quels sont les Mhm. aspects qui pourraient être un peu plus durables. Qui m'a menée à Lululemon parce qu'ils avaient quand même une approche dans le domaine des affaires puis Mhm. dans leur communauté qui était très locale pour C'est avoir ça. un impact global. Mhm. Et écologique aussi, je pense. Ouais, Un peu ils dans- essayaient. Ils étaient en train Mhm. ils avaient un département dans le domaine de Mhm. durabilité. Donc ouais, j'ai passé plusieurs années avec eux, mais ce qui était intéressant avec mon temps là-bas, c'est que j'ai beaucoup plus penché vers la gestion. J'ai très vite monté les échelons et Mhm. puis j'ai eu énormément de formation au niveau de leadership, puis communication, Yeah. gestion du personnel, etc. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la durabilité, comme le développement durable en général? En fait, c'est venu après mon voyage en Amérique du Sud. Après avoir passé 7 mois là-bas, je pense que ce que j'ai vraiment découvert, c'est que si je voulais retourner, on va dire... Et qu'est-ce qui t'a amené d'abord en Amérique du Sud? Après le HEC Montréal, j'avais en fait appliqué pour une maîtrise en fashion business en Ok. Italie, Ok. où j'avais été acceptée en fait. Ok. Et puis je leur ai dit, écoutez, je vais delay C'est ça. mon admission Mhm. parce que j'étais pas prête à aller en Italie dans le Ouais. domaine de la mode. C'était très intimidant. Absolument. C'est comme si j'avais une voix interne qui était en train de me dire, attends Sophie, est-ce que tu veux vraiment aller sûre genre, de- juste parler de chaussures, de pantalons, de Vogue, Ouais, de tout ça. ouais. J'étais là genre, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai dit, écoutez, je vais rentrer au lieu de cette année, l'année d'après. Mhm. Et puis, je suis partie en Amérique du Sud parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je Mhm. découvre d'un peu plus profond. Mhm. Donc voilà, je me suis retrouvée en Amérique du Sud. J'ai commencé avec l'Argentine. Mhm. Je voulais faire du woofing. Je sais pas Ok. si vous connaissez. Non, C'est en fait, on travaille sur des fermes organiques Ok. en échange de logements et Ok. de nourriture. Mhm. Donc je me suis Ah. fait un parcours en Argentine comme ça. Et puis après 3 mois, j'ai jamais pris l'avion pour retourner au Canada. J'ai juste décidé de rester en Amérique du Sud. Et puis j'ai parcouru, je suis montée jusqu'en Colombie. Mhm. Mais je m'étais dit qu'au final, si j'étais pour retourner en société normale, disons, C'est ça. je voulais faire quelque chose qui avait un peu plus un impact, vu ce que j'avais vécu Mhm. là-bas. Absolument. Et donc voilà, je me suis intéressée dans la durabilité. Je voulais pas non plus nier ce que j'avais déjà étudié, donc le business, la mode. Donc j'ai retrouvé. Et est-ce que tu peux dire que c'est ça que tu as toujours voulu faire, disons, en grandissant ou quelque chose comme ça? C'est sûr que j'ai toujours voulu aller dans le domaine du fashion business. Ok. Principalement parce que j'avais une tante qui était très Pimpante. ouais, Comme on peut et dire. très bonne dans ce domaine-là Ok. et que j'idolâtrais. Mais c'est sûr. Donc je voulais un peu faire le même parcours que elle, mais bon, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent et
Et puis là, ce que je fais maintenant est en fait très, très différent de ce que je pensais faire, mais c'est marrant de voir comment la vie nous chemine notre chemin. Absolument. Parce que j'ai entendu à un moment donné que comment tu parlais le fait de se comprendre, d'avoir, disons, sa propre vision du monde, comme tu as dit un peu avec le voyage, fait que tu as continué avec la durabilité même quand tu étais en Amérique du Sud alors? Oui, l'Amérique du Sud est venue avant la durabilité. Okay. J'ai étudié la durabilité dans ma maîtrise qui était après. Et ça a aidé un peu, disons? Oui, bien sûr, ça a aidé. Je pense que tout ce qui était l'ouverture d'esprit, j'avais vu des choses en Amérique du Sud qui m'avaient permis de comprendre un peu les idées globales aussi qu'on essaie de communiquer dans la maîtrise. Mais je dirais que j'ai essayé quand j'ai rentré à Lululemon par après de garder cette vision de durabilité. Mais je pense que c'est ça, mon parcours n'était pas de refaire le mode de production de leur compagnie. C'était pas ça où est-ce que je m'en allais. Puis j'ai commencé à faire beaucoup plus de gestion, puis apprendre à m'occuper des gens autour de moi pour qu'ils aiment leur travail. Parce que généralement, les gens, surtout dans le domaine de la mode, en général, on dit que c'est un peu stressant. Comme tu viens de dire, c'est assez superficiel aussi. Il y a beaucoup de concurrence. Est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un de très concurrente? Non, pas vraiment. Ça dépend sur quoi. Mais non, j'ai pas l'habitude à être très compétitive. J'aime pas trop j'ai l'impression que des fois, c'est un peu de l'ego qui ressort plus que d'autres choses. C'est sûr qu'il y a une compétition saine qui est toujours présente partout, mais non, je suis pas de nature très compétitive. Dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de compétitionner avec moi, je laisse passer en avant de moi, là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis, et donc, disons, à partir de la durabilité, qu'est-ce qui a fait le switch, le changement, on va dire, vers le développement en leadership? C'était en fait une coïncidence, parce que moi, je suis rentrée à Lululemon avec l'idée de, idéalement, rentrer dans le siège social et travailler dans le département de durabilité. Mais je suis rentrée à Lululemon dans un de leurs magasins à Ottawa ici. Et j'avais toujours l'idée de me trouver au siège social. Mais finalement, j'ai commencé à apprendre beaucoup plus sur la culture de Lululemon. Et eux, un de leurs grands mandats, c'est que la seconde que tu rentres dans leur porte, ils te forment comme leader. Que tu sois sur le plancher, que tu sois gestionnaire sur le plancher ou gestionnaire de boutique. Et donc, c'est comme si j'ai eu toute une autre ouverture à un domaine que c'est pas que je connaissais pas, je connaissais quand même la gestion des ressources humaines, je connaissais ça, mais j'avais jamais vraiment mis les pieds complètement dedans. Et au fur et à mesure de passer autant de temps avec eux, apprendre à travailler avec eux, apprendre à travailler avec les autres, ils nous donnaient énormément de formations, ils m'ont envoyé aussi dans des formations de leadership, et de communication. Et en fait, j'ai commencé à réaliser que j'aimais beaucoup ça, à gérer. Quand j'étais dans les positions de gestion, j'ai beaucoup aimé à gérer l'entreprise, à gérer le personnel, à apprendre à me connaître encore plus, parce qu'ils font énormément de développement personnel. Lululemon est reconnu pour ça. Et c'est comme si tout le côté de la durabilité, c'est pas qu'il était pas là, c'est juste qu'en fait, je crois pas que c'était nécessairement là où j'allais avoir le plus d'impact. Parce que j'ai commencé aussi à réaliser que j'avais un talent ou un don à gérer. Gérer que ce soit les personnes, mais aussi gérer la business, s'assurer que les résultats soient acquis et tout ça, donc. Et en ce sens, disons, comment j'aime pas utiliser le mot définir, mais qu'est-ce que tu considérais comme être le leadership? Si tu avais à expliquer quelqu'un qui entend le leadership en général, parce que la plupart d'entre nous, je pense qu'on entend juste ce leadership sans forcément savoir de quoi il s'agit, en fait. Ouais, et c'est intéressant que vous me posez cette question-là parce que je passe 1 heure sur ce sujet avec des clients à essayer de comprendre comment on définit le leadership. La manière dont je vois le leadership, c'est que tout le monde, en fait, a sa propre définition du leadership.
on a tendance à regarder le leadership comme les Steve Jobs ou les Martin Luther King du monde qui ont vraiment changé le monde d'une certaine manière ou qui ont eu un impact énorme. Mais en fait, la manière dont on agit nous permet aussi de voir comment on se définit avec le leadership. Donc, chacun de nous, à un moment dans notre vie, a eu un moment où pour eux, ils ont pris un pas de leadership, que ce soit une décision de vie, que ce soit choisir un chemin de carrière ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, le leadership, comment je le définis, c'est du courage, c'est l'apprentissage de soi. Absolument. Et c'est d'être capable de motiver d'autres envers la vision qu'on cherche à avoir. Wow. C'est une très, très, très belle définition. Ouais. Très, très belle définition et très complexe en même temps. Ouais. Parce que généralement, comme je viens de le dire, avec le leadership, ça prend du courage. Je pense que la première chose que ça prend d'abord, c'est non seulement cette connaissance de soi que tu viens de citer, mais ce courage, parce qu'une fois que tu te connais ou tu connais peut-être tu te connais d'une certaine manière, maintenant ça prend, je pense, ce courage-là pour peut-être prendre les mesures qu'il faut, faire les pas qu'il faut, et donc comment façonner un peu avec tout ça, genre ce courage, le fait de se connaître, parce que là beaucoup de gens, quand on dit genre le know yourself, ils le prennent un peu comme un cliché du genre ouais, like tout le monde dit know yourself and stuff, but de quoi s'agit-il entre autres? Ouais, bonne question. On a combien de temps, là? Déjà, courage. Et encore là, c'est vraiment ma propre définition. Tout le monde va regarder leur définition par eux-mêmes et j'inviterai les autres à aussi regarder pourquoi est-ce que ça, c'est leur définition. Mais courage, principalement parce que on peut pas toujours savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On prend des décisions, on prend des choix avec l'information qu'on a dans le présent et ça prend du courage pour être capable de se dire OK, j'ai bien analysé tout ça qui est en avant de mes yeux maintenant. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec la décision que je vais faire, mais j'ai assez de courage pour prendre ce risque et dans 1 jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, voir si la décision a été bien prise ou pas. Et prendre une autre décision si nécessaire, mais je pense que c'est ça, qu'est-ce que je veux dire par courage, et il faut avoir aussi cette confiance en soi quand on a le courage. Je pense que la confiance en soi vient avec le courage énormément. Tu veux que je continue à élaborer? Non, comme tu veux. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je pourrais dire par rapport à ma définition. Quand ça arrive à l'apprentissage de soi ou connais-toi toi-même, le proverbe qu'on connaît tous, ça prend du temps et je pense qu'on a tendance à réfléchir sur ça et à se dire je connais pas tout ou je me connais, mais ça prend des années de réflexion. Ça prend aussi le temps de réfléchir à certaines décisions 1 an, 2 ans après qu'on les ait prises. Absolument. Et c'est de se donner ce temps de réflexion. Il y a aussi un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Ray Dalio, un leader très inspirant. Lui, il parle aussi beaucoup de la souffrance plus la réflexion donne le succès ou pas le succès, mais nous donne nos solutions. Absolument. Okay. Et on a tendance à associer beaucoup de négativité par rapport au moment que l'on souffre dans la vie ou les moments difficiles de notre vie, alors que si on développe plus le réflexe de quand on a quelque chose qui nous fait souffrir, quand on a quelque chose qui nous fait du mal, quand on fait face à une décision qui est difficile, si on prend ces moments-là
une fois que ce moment de difficulté est passé et qu'on prend un peu de temps à réfléchir pourquoi c'était difficile, quelle information il nous manquait, quels sont les inconforts, où se situaient les inconforts, on devient plus apte à se préparer pour d'autres moments difficiles qui vont arriver. Et c'est vraiment là la connaissance de soi. C'est de savoir quels sont les moments, quelles sont les personnes, quels sont les mots qui nous font, qui nous trigger. Qui nous font réagir. Qui nous font réagir. On a tellement, notre nature humaine est d'avoir un mécanisme sur le pilote automatique. Absolument. Et si on prend pas le temps de des fois reprendre le contrôle de notre voiture, on passe à travers la vie sans même réaliser qu'est-ce qui nous arrive. Absolument. Et donc c'est la connaissance de soi qui nous permet de ralentir, de réfléchir et de voir quels sont les moments qu'on réagit et comment est-ce qu'on veut agir peut-être différemment pour que on n'ait pas de douleur par après ou pour qu'on fasse pas du mal aux autres autour de nous, pour qu'on prenne des décisions qui ont un impact positif sur notre environnement, nos entreprises, notre personnel, etc. Genre des décisions beaucoup plus éclairées et comme on dit, basées sur plus de données que la réaction. Parce que la réaction est généralement, comme j'ai dit, quelque chose que l'on fait littéralement en réaction à quelque chose. Plutôt que peut-être notre propre décision. C'est un peu être, comme on dit, poussé au-dessus de la montagne. Parce que voilà, on est devant des faits. Puis au lieu d'essayer, peut-être comme tu viens de dire, d'y réfléchir, de voir comment on pourrait mieux faire ou des choses comme ça, on traverse simplement. Puis, la plupart du temps, on se retrouve avec ces mêmes faits et on réagit généralement de la même manière si on n'a pas pris les bonnes leçons. Ouais, exactement. Et puis, est-ce que tu peux dire que, disons, je pense que tu avais déjà voyagé au Népal. Oui, oui. Est-ce que ça a eu un impact sur ça, sur cette vision peut-être du monde? Ouais, je dirais, c'est drôle, j'ai l'impression que le Népal, ça a été le début du chapitre 3 de ma vie. Le chapitre 1, c'était mon voyage en Amérique du Sud. Chapitre 2, c'était mon temps avec Lululemon et ma découverte personnelle. Et chapitre 3, c'est vraiment le deuxième voyage que j'ai pris où j'ai voulu pousser ma connaissance dans le bouddhisme. Et j'ai pas voyagé pour autant de temps, mais j'ai quand même passé un mois avec, c'est ça, dans un monastère tibétain à apprendre les enseignements bouddhistes. Ça m'a vraiment simplement rappelé la personne que j'étais quand j'étais en train de voyager en Amérique du Sud. Et j'ai l'impression que durant mon temps à Lululemon, il était très bien. J'ai beaucoup appris sur moi. J'étais dans le domaine, j'étais en train de développer ma carrière. Mais je me suis quand même aussi reperdue dans le train de la vie. Et je me suis complètement identifiée dans Lululemon et je pense que je me suis perdue un peu là-dedans. Et j'arrivais plus à sortir c'est qui Sophie, elles sont où ses valeurs. Et donc ce voyage m'a vraiment juste permis de reset. Et bon, évidemment, apprendre encore plus dans les domaines qui m'intéressaient. Ça m'a définitivement poussé dans mes connaissances de pleine conscience, que je connaissais déjà, mais ça m'a ancré plus là-dedans et dans la méditation, les techniques de méditation. Donc, je suis sortie avec encore plus d'outils et il fallait que je prenne une décision aussi. C'était un temps où je me disais, il est temps que je quitte Lululemon, je pense qu'il y a quelque chose d'autre pour moi. Je manquais de courage. Je manquais de courage parce que j'avais peur. J'avais peur de quitter un travail qui était très sécuritaire. Absolument, salaire, les bénéfices. C'est sûr. Et c'est comme si, je suis partie. Et encore là, je pense pas que je savais pourquoi je partais entièrement. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait OK, it's time Sophie. C'est ça. Et c'est le même sentiment que j'avais avant de partir en Amérique du Sud. Et ce sont des choses que des fois en fait tu viens de le signifier avec la pleine conscience. Est-ce que ça a été, disons, ton premier contact avec la pleine conscience? Non.
j'ai commencé, en fait, ma pratique de yoga. J'étais très jeune, j'avais 13 ans. Wow. Ouais. Je pensais pas du tout à la méditation à ce moment-là. Ouais. Je pense pas que je le faisais avec la méditation en tête, mais les principes, certainement, rentraient dans mon conscient. Absolument. Puis même, je me rappelle très, 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 très jeune. Je pense que je devais avoir 4 ou 5 ans. Je me rappelle être couchée dans mon lit. Mon frère et ma sœur dormaient dans la même chambre. Et j'avais ces moments de réalisation et je me disais, pourquoi est-ce que je vois le monde à travers mes yeux? Pourquoi je peux pas voir le monde à travers les yeux de mon frère ou de ma sœur? Et genre, j'avais ces moments de réflexion mais tellement profonds. J'étais jeune, j'étais très, très jeune. Ouais. Bref, souvent, j'essayais d'arrêter de penser comme ça parce que ça me faisait peur. J'avais pas les réponses. C'est ça, absolument. Et c'est seulement quand j'ai passé du temps au Népal que j'ai commencé à faire le lien avec ces réflexions-là. Parce qu'en fait, ça, c'était probablement mes premiers moments de pleine conscience. C'est ces moments-là où je me posais des questions sur l'univers, sur le pourquoi, que peut-être que je trouverai jamais les réponses, mais c'est ce genre de réflexion que je réalise mène les pratiques de pleine conscience, ou nous pousse à vouloir plus. Absolument. Puis comment tu as fait maintenant avec justement ce nouveau pas ce nouveau concept, mais je veux dire tout ce concept de la pleine conscience. Comment tu as fait à un moment donné où tu t'es dit que voilà, il faudrait peut-être que je l'intègre dans mon travail et même dans le développement de leadership. Comment s'est passé en fait, je t'ai dit j'ai commencé ma pratique de yoga à 13 ans, j'étais jeune. Je cherchais vraiment quelque chose pour échapper, je pense, l'anxiété que j'avais quand j'étais jeune. J'étais anxieuse. Et je l'ai trouvé dans le yoga. Puis quand j'ai commencé à travailler avec Lululemon est quand même une compagnie avec beaucoup de racines dans le yoga, comme tu dois connaître. Et c'était intéressant parce que le yoga, mon parcours de yoga m'a aussi suivi dans ma carrière. J'ai choisi une compagnie qui était aussi intéressée par ces mêmes valeurs-là. Absolument. Et vu que Lululemon faisait aussi beaucoup de développement personnel, on faisait toujours du yoga, on faisait de la méditation. J'ai aussi fait ma formation de professeur de yoga en Californie. Et c'est là où j'ai commencé une pratique de méditation en soi. Et j'ai commencé à aussi réaliser à quel point c'était très difficile de maintenir en dehors d'un sanctuaire ou en dehors d'un espace très serein. Fait pour ça, ou comme on peut dire. On revient à la maison, on revient dans la ville, on sort, on va au travail, on va s'entraîner et juste 5 minutes de méditation, j'arrivais même pas à le garder. Donc, j'ai vécu aussi comment c'était difficile de mettre en place quelque chose qui semblait tellement simple, quelque chose que j'ai senti me donner tellement de bénéfices. Puis tu vivais à Montréal aussi, je pense? Non, à ce moment-là, j'étais à Ottawa. J'étais de retour à Ottawa. C'était dans mon temps que j'étais avec Lululemon. Donc ça m'énervait beaucoup. J'avais beaucoup de frustration parce que je voulais vraiment ressentir les mêmes choses que je ressentais quand j'étais en train de faire ma formation de yoga en Californie, quand on faisait de la méditation au bord de la mer. C'est idéal. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à réaliser, attends, il y a quelque chose qui marche pas. Genre, il faut trouver une manière de faire en sorte que la pleine conscience, une pratique de méditation peut être plus accessible, surtout avec le train de vie qu'on vit. Donc, j'ai un peu changé ma perspective et j'ai commencé à juste ralentir, à observer un peu plus qu'est-ce que je faisais dans le moment, quand je conduisais, à essayer de voir, OK, est-ce que je suis en train de réfléchir à mon travail, est-ce que je suis en train de réfléchir à ce qu'il faut que j'aille acheter, ou est-ce que je suis juste en train de me concentrer sur le fait que je suis en train de conduire et que j'ai pas besoin de réfléchir à autre chose. Quand j'étais en train de manger, même chose, genre, est-ce que je suis en train de manger, en train de regarder la télé, en train de lire, en train de faire au téléphone, ou est-ce que je suis juste en train d'apprécier les textures, les différentes saveurs qui passent dans la nourriture. Donc, j'ai commencé à être un peu plus douce, gentille avec moi-même, au lieu de me mettre cette pression de devoir trouver 10-15 minutes par journée à méditer en silence, qui était très difficile dans le temps.
Et bon, par la suite, j'ai aussi commencé à implémenter des concepts de pleine conscience avec mon équipe à Lululemon, qui était pas très difficile parce que on avait tous une formation avec des valeurs ancrées là-dedans. Mais moi, je sais, parmi une des seules des gestionnaires qui commençaient nos rencontres d'équipe ou quoi que ce soit avec 5-10 minutes de silence ou de méditation ou de peu importe. J'essaie de trouver des choses et mes employés me disaient, ils adoraient juste avoir ce 5 minutes de silence pour se éclairer l'esprit et rien devoir expliquer nécessairement. Ça juste leur donnait le temps d'observer, OK, l'état dans lequel ils rentraient dans une rencontre ou l'état dans lequel ils... Donc, et après, avec ça, j'ai aussi beaucoup intégré de la compassion dans ma gestion. Ça, c'était tout avant le Népal. Okay. Mais c'est vraiment après, quand je suis partie au Népal, que j'ai vu comment je pouvais pousser encore plus les principes de pleine conscience dans la gestion du personnel, dans la gestion de leadership. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que je pourrais en fait créer une compagnie où la formation de leadership, le développement de leadership et d'un côté le développement personnel, mais aussi le développement des concepts, des habiletés que les leaderships ont besoin d'avoir. Absolument. Et que les deux vont l'un avec l'autre. De pair, c'est sûr. C'est impossible d'être un bon gestionnaire ou d'être un bon leader si on se connaît pas soi-même. Absolument. Si on arrive au travail stressé ou énervé, ça fonctionne pas du tout, non. C'est pas possible. Il faut être capable de s'auto-réguler, de trouver nos manières qui marchent pour nous, parce que au final, on finit par apprendre aux autres comment faire la même chose. On finit par créer des environnements de travail où les gens peuvent être eux-mêmes, tout en sachant quelles sont les limites et quels outils ils ont besoin d'avoir pour s'occuper de eux-mêmes, puis s'occuper des autres. Puis au final, ça fait des environnements de travail moins stressants. C'est sûr. Plus motivant et convivial. C'est sûr. Parce que j'ai souvent, surtout avec la méditation, moi, ça fait au moins 10 ans que je le fais de façon très régulière. Mais généralement, quand je l'explique à quelqu'un, surtout quelqu'un qui est pas du tout dans tous ces trucs-là, généralement, les gens te regardent du genre, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je suis en train de dire? Donc, dans la plupart des cas, je suis en train de leur expliquer, oui, c'est la méditation un peu qui va t'aider avec la pleine conscience, et avec ça va t'aider encore, ça va te permettre, comme tu viens de dire, de prendre de meilleures décisions, parce qu'on va être, comme je le dis, à tête beaucoup plus reposée. Donc, au lieu de toujours être dans le même circuit, et courir gauche, droite, téléphone, ici, télé ici, et tous ces trucs-là, les réseaux sociaux et tout, je leur dis, cette pause-là, ça te permet, en fait, comme de te réinitialiser, comme tu as dit un peu plus tôt. Et généralement, c'est toujours avec ces gros yeux qu'on te regarde du genre, oui, mais... Ouais. Et c'est drôle parce que c'est vrai que c'est très difficile à comprendre si on n'a pas vécu, on n'a pas expérimenté, on n'a pas eu une expérience qui nous fait vivre ou sentir les résultats. Les résultats. Et c'est tellement subtil parfois. Et les gens, on s'attend tellement à vouloir avoir les choses très rapidement, surtout Absolument. avec la fast food, everything. La technologie, tout, genre, on est maintenant devenu programmé pour vouloir les choses même avant qu'elles arrivent. C'est ça. Absolument. Ouais, mais c'est ça, les bénéfices de méditation ou de pleine conscience, c'est que ça nous permet de, ralentir et de créer juste un peu plus d'espace entre chaque pensée. On a tellement de pensées qui traversent notre esprit tout le temps et prendre ce moment de calmer le tout juste donne plus d'espace entre chaque pensée et donc tout est un peu plus réfléchi au lieu de s'énerver, au lieu de dire une parole qui va peut-être blesser l'autre personne. Peut-être qu'on attrape la parole avant qu'elle sorte de notre bouche et on se retient parce que ça sert à quoi? Ça va faire, quel bien est-ce que ça va faire de dire ça? Voilà. De toute façon, en général, je le dis souvent, même avec la méditation, en fait, tantôt, c'est de ça que j'avais parlé. La plupart du temps, quand on parle de méditation, sur le coup, tout le monde pense à 10, 15, 20 minutes, etc. Ouais. Et je dis souvent que la méditation, même quelques secondes, en fait, et c'est juste de prendre quelque chose que tu peux respecter d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est pas de prendre 1 heure ou 2, etc., de rester truc, je dis. Pour quelqu'un surtout qui a jamais fait, quelqu'un que ça intéresse vraiment, commence par quelques secondes, commence par 1 minute. Et puis, au fur et à mesure, tu trouveras toi-même le résultat parce qu'on pourra jamais t'expliquer, en fait. On pourra jamais te dire que oui, en faisant
en restant quelques secondes tranquillement, ça va te donner ces résultats-là. Mais c'est comme j'explique parfois avec le sucre. Pour expliquer le sucre, on peut passer toute une vie de dire ouais, it's sweet, c'est tel, mais dès lors que la personne ne sait pas de quoi tu parles, on peut jamais réaliser ce qu'on veut. Et je dis la même chose avec la méditation. C'est quelque chose à essayer, quelque chose à mettre en œuvre le jour. Et à un moment donné, les résultats vont se voir de soi. Même dans notre train de réflexion, comme tu viens de le dire, de comment on gère notre vie de tous les jours, comment on réagit aux situations aussi, parce que la plupart du temps, la plupart d'entre nous, encore une fois, nous réagissons. Maintenant, si, disons, tu avais à dire un événement qui a eu un très grand impact dans ta vie, naturellement, il y a probablement pour chacun d'entre nous plusieurs, qu'est-ce que tu dirais que ça serait? Il y en a peut-être deux, mais je dirais que celui qui a eu le plus grand impact, ça a été le divorce de mes parents. Ça semble être genre très minime peut-être pour beaucoup, mais pour une raison ou une autre, cette séparation m'est arrivée comme un tsunami. Aucune idée que ça allait arriver. J'avais 11 ans. Je vivais dans une réalité où notre famille était parfaite. Je jugeais beaucoup de mes amis qui avaient, eux, leurs parents de séparer en me disant, nous, ça va jamais se passer parce qu'on est la famille parfaite. C'est ça, exactement. Et tout d'un coup, ma mère nous assoit dans une salle, puis elle nous dit qu'elle aime plus mon père. Et je dis, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi? Genre, incapable de comprendre les paroles, mais en même temps, me disant, c'est pas possible. Et ouais, pour une raison ou une autre, cet événement m'a fait énormément de mal et ça a guidé beaucoup de mes décisions par la suite. Je suis devenue très anxieuse. Je l'étais probablement déjà avant. J'ai eu très mal. Où j'ai commencé à faire du yoga parce que j'avais besoin de quelque chose pour me sortir de tout ça. Et c'est quelque chose qui continuellement revenait. Et quand je suis partie en Amérique du Sud, même chose. Genre, j'ai fait... Le développement personnel en Amérique du Sud a été d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé comme ça s'était passé, puis pourquoi moi je réagissais comme je réagissais. Et j'ai commencé à comprendre aussi toute l'identité que je m'étais mise derrière ça. Ça a été l'événement qui m'a poussée à apprendre à me comprendre plus moi-même. Et pour certains... c'est une conversation qu'ils ont eue quand ils étaient à l'école, un moment d'humiliation, un moment peut-être d'abus ou quoi que ce soit. Peu importe le moment, qu'il soit grand ou minime, pour une raison ou une autre, ça nous touche tous différemment. Absolument. Et ce sont ces moments de souffrance qui font que soit on décide de les ignorer, ce que beaucoup font. Absolument. Soit on décide de les faire face et on se pose des questions et on fait le chemin pour essayer de comprendre. Parce que ça finit par guider toutes nos décisions, puis tout notre comportement par la suite. Absolument. Parce que je trouve que, généralement, même comme tu as dit un peu plus tôt, avec la souffrance et toutes ces choses qui ne fonctionnent pas, comme on les aimerait dans la vie, la plupart des gens décident juste de passer à travers, comme si rien ne s'était passé. Et ce que ça crée en général, comme tu viens de le dire, c'est que voilà, ça nous pousse à prendre des fois des décisions généralement subconscientes, de réagir aux choses, d'une certaine façon de fonctionner, parce qu'on n'a pas fait ce travail interne. Et un peu c'est pour ça que je parle souvent de développement personnel dans ce podcast-là, parce que je me dis que si on se développe pas personnellement, on s'attend toujours à avoir les solutions ou les réponses de la bouche de l'autre ou de la vision de l'autre, du point de vue de l'autre, alors que c'est pas dans l'autre que ça se passe. Généralement, Et ce qui est drôle de ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand j'étais au Népal, je lisais aussi beaucoup et j'ai beaucoup aimé un passage que j'ai lu dans un livre qui résonnait énormément avec ça et aussi avec ce que je pense. C'est que les bouddhistes, eux, vont avec l'idée que l'objectif de leur méditation ou l'objectif de la connaissance est en fait pour devenir leur propre psychologue. Absolument. Parce que c'est vrai, genre, je sais pas pour dénigrer les psychologues qu'ils sont peut-être en train d'écouter, mais oui, ils ont un bon rôle, mais quelque part,
on est les seuls à se connaître aussi bien que soi-même. Absolument. Pour certains, on a besoin de l'aide à se guider. Moi, c'était les voyages qui m'ont permis à trouver des réponses. D'autres, ils ont peut-être besoin d'en parler avec d'autres ou d'aller voir un psychologue pour les aider à trouver les portes d'ouverture qu'ils ont vraiment bien fermées. C'est sûr. Mais quelque part, à la fin, on réalise tous qu'on est les seuls qui peuvent apprendre à se connaître soi-même puis apprendre à faire les changements nécessaires. Donc, j'aime beaucoup comment les bouddhistes pensent là-dessus. Absolument, absolument. Parce que comme je dis souvent, ça rejoint presque toutes les spiritualités d'ailleurs que j'ai lues, appris et même rentré en contact. Parce que en soufisme, qui est l'école où j'ai appris tous ces trucs de méditation et tout, ça se rejoint beaucoup avec le bouddhisme dans ce sens de se connaître parce que c'est la base, le socle en fait. On le considère comme le socle de presque toutes les connaissances qui existent d'ailleurs. Parce que justement, comme tu viens de le dire, le fait de se connaître, ça nous met en face de nous-mêmes. Et je pense un peu, même moi personnellement, c'est ma définition, même du psychologue d'ailleurs, du genre que quand tu vas chez le psychologue, c'est pas pour qu'il ou qu'elle te donne les résultats, qu'elle te donne les réponses et tout, mais elle ou il te permet d'ouvrir ces portes-là, comme tu dis, qu'on a des fois même tellement barricadé que ça se mêle dans notre environnement de tous les jours. Et je pense que ce sont de très beaux mots pour ouais, et c'est aussi une bonne approche à prendre, c'est-à-dire que si on va chercher de l'aide ou si on va voir un psychologue, il y a une différence entre y aller pour s'attendre à ce que l'autre personne nous donne la réponse ou y aller pour trouver les réponses soi-même. Parce qu'on sait qu'on a besoin de l'aide pour les trouver. Et moi, j'en suis la première aussi témoin de ça. Je suis allée voir, par exemple, un psychologue de couple quand j'avais eu des problèmes dans mon ex-relation. C'est que on avait tellement essayé l'un l'autre à trouver les solutions. J'avais fait tellement de recherches, et c'est arrivé à un point où je me suis dit, OK, on n'arrive pas. Il faut on a besoin de l'aide pour trouver la solution. Et même pour moi, le yoga, ça a été des guides, même le bouddhisme, ce sont des guides qui m'aident à apprendre à me connaître moi-même plus parce que je suis convaincue aussi, on peut pas tout trouver seul. On a toujours besoin d'aide et c'est complètement correct d'être vulnérable de cette manière-là et de pas penser qu'on doit tout se débrouiller seul non plus. Ça aussi, c'est notre ego qui est peut-être trop grand quand on pense comme ça, mais ouais. Surtout en grandissant, surtout à l'âge adulte, on se dit à un moment donné qu'on est fort et que voilà, on peut tout gérer nous-mêmes et tout. Puis on dit souvent que chaque être humain a besoin d'au moins d'une communauté de 50 personnes. Puis ils disent ça en général, mais ce que je comprends de ce message, c'est qu'on a besoin en fait de l'humain. On a besoin des autres, que ce soit pour ceci ou pour cela, ou pas juste être seul dans ce monde. Puis ça me pousse un peu à te poser cette dernière question parce que tu as été au Bénin. Qu'est-ce qui a été un peu ton expérience ou qu'est-ce que ça a été parce que c'est un peu proche du Sénégal puis j'aimerais un peu savoir toujours. Moi c'est marrant, donc je te l'ai déjà dit, mais ma mère va au Bénin depuis 15 ans. Elle apporte des étudiants en médecine là-bas pour faire un stage. Donc elle nous en parle énormément. Pas autant que j'aurais cru, parce que quand je suis allée, j'ai réalisé à quel point il y a beaucoup de choses qu'elle me dit pas du tout. Et l'Afrique noire, pour une raison ou une autre, c'est tellement un continent où j'avais aucun lien. Genre, aucun lien d'appartenance, rien. Je connaissais très peu dessus. Donc, j'étais toujours un peu réticente. Je me suis dit, est-ce que c'est sûr ou sécuritaire ou c'est sécuritaire? Et je suis pas le genre non plus à penser comme ça. J'ai passé 7 mois seule en Amérique du Sud. Mais je savais que j'allais y retourner et j'allais y retourner au Bénin parce que c'était là un endroit où j'avais créé probablement un lien d'appartenance vu ma mère. Et donc, j'ai passé 2 semaines là-bas et ça a été super. Et en fait, toutes ces pensées que j'avais étaient des illusions. C'était des histoires que je m'étais mises.
Ou pas du tout, parce qu'aussi il y a la télé. Ouais. Les infos, et généralement en Afrique, Ouais, c'est exactement. comme si tout le monde était malade ou en guerre. Ouais. Plus ou moins l'image qu'on a un peu. Mais quand j'ai atterri, l'odeur, tout était la même chose que ce que j'avais vécu dans des pays en développement. Quand j'étais au Népal, c'est la même chose. Quand j'étais en Amérique du Sud, la même chose, genre. Et donc, tout d'un coup, j'ai ressenti oh mon Dieu, ok, ça fait du bien de me retrouver dans ces pays qui nous apprennent à juste être reconnaissants de ce que nous, on a. Absolument. Et que souvent, dans la misère dans laquelle ils vivent, qui est tellement, tellement triste, ça nous donne une perspective différente et ça nous apprend la compassion. Et ça nous apprend vraiment à apprécier ce qu'on a. Absolument. Et à arrêter de se plaindre pour des conneries. Comme la neige. Ouais, comme la neige. Mais je suis d'accord pour la neige. Mais surtout, j'ai visité un bidonville et il y avait des enfants, ils couraient comme si ils étaient tellement heureux. Absolument. Bon, parce qu'ils n'ont pas encore réalisé ce qui est là, mais et c'est là où aussi je vois que il y a tellement une beauté dans parfois l'ignorance. Tu sais, chez les enfants, ce qui est beau, c'est que leur cerveau n'a pas encore été contaminé de toutes ces messages culturels ou sociétaux qui font idées préétablies. Ouais, préétablis, qui font que si tu vas pas à l'université, et si tu vas pas faire ça, si tu vas pas dans cette carrière-là, et si tu te maries pas à cet âge-là, et si t'as pas des enfants, finalement, tu fais pas partie de la norme. Alors que c'est genre, non, t'as pas besoin de faire ce parcours pour trouver une vie satisfaisante. Absolument. Genre, les choses, on crée la vie que l'on veut. C'est sûr que certains, on est plus privilégiés que d'autres, mais si on arrête de se soucier de ce que les autres sont en train de faire, de se comparer tout le temps, il y a quelque part une beauté là-dedans et une puissance. Donc non, mon voyage au Bénin était vraiment bien. Moi, j'ai pas fait de choses en médecine parce que je suis pas médecin, mais j'ai enseigné du yoga, ce qui était vraiment intéressant. Ouais, les Béninois ne sont pas des grands yogis. Non, pas du tout. Je peux te le dire, du Sénégal aussi. Ils sont très curieux. Et c'est intéressant parce que aussi, j'ai beaucoup admiré comment ils parlaient lentement. Tout était tellement réfléchi. Tout était, absolument. Et ils ont un français exceptionnel. Ça se comprend un peu. À l'école, c'est beaucoup plus ouais, mais très strict. Vraiment, j'avais l'impression que des fois, j'entendais de la poésie, les mots qu'ils utilisaient, c'était tellement, tellement beau. Et même la manière dont ils marchent, c'est tellement plus ralenti. Et j'arrivais pour enseigner du yoga et je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur enseigner? Genre, ils ont déjà, on dirait, les principes. Mais en fait, non, ils sont très anxieux aussi. Ils ont leurs inquiétudes. Les mères, elles doivent s'occuper de plein de choses pour s'occuper des enfants, pour vendre, pour... Ils ont aussi des conditions de vie qui sont très, très, très difficiles. Donc, non, ça m'a appris beaucoup sur cette culture-là. Puis, ils ont une soif pour l'apprentissage aussi, donc non, c'était très bien. Comme je dis, quand tu as mentionné cette lenteur-là, je dis des fois ici quand ils disent quand les gens parlent de l'heure, de venir à l'heure et tous ces trucs-là, des fois quand ils disent c'est très au ralenti et tout, je leur dis en fait que le problème c'est pas vraiment le fait d'être à l'heure ou des choses comme ça, c'est parce que un peu en Afrique de ma propre expérience, presque tout a l'air lent. Les gens sont vraiment presque, sérieusement, des fois même trop dans le moment très posé et tout, que toi-même t'es juste comme quand j'y vais en vacances ou des trucs comme ça. Des fois, je suis comme il faut bouger ces choses, ces trucs comme ça. Tout le monde me fait mais non. On est en train de. Mais c'est tellement beau à voir, Absolument. Donc non, c'est une belle communauté. Et j'aimerais tellement faire plus pour eux, mais c'est ça, on peut pas arriver avec nos idées, ce que nous on va faire pour les changer. Non, pas du tout. Il faut respecter que ils vont trouver leur chemin. Absolument. Il y a beaucoup d'aide à disposition s'ils veulent, et puis bon, il y a beaucoup de changements à faire probablement au niveau politique. Absolument, surtout. C'est triste. Moi, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là. C'est l'abus de pouvoir qui fait que. Mais bon, c'est
chose en son temps. Absolument, absolument. Et moi, j'ai été très content de de cette entrevue, Ouais, très moi aussi. rafraîchissant. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Oui. à toi. Merci encore. C'est vraiment, je pense qu'on aura beaucoup de choses à y retenir et surtout peut-être beaucoup de discussions. Et surtout, j'aimerais trop qu'on en refasse une entrevue peut-être dans un autre sujet plus précis à un moment donné. Ça me ferait très plaisir. Moi aussi, avec plaisir. Merci beaucoup, Sophie. De rien.